Donc aujourd'hui on va faire une vidéo de youtubeuse pro, à savoir une review de mes lectures de 2020. Et donc il va y avoir du clash. Premier point, comment j'estime que j'ai lu un livre? Pas tous les livres dans lesquels j'ai mis le nez, c'est tous les livres que j'ai lus du début à la fin. Et ce classement n'est pas par ordre de préférence, il est par ordre chronologique. Donc on va partir du premier livre que j'ai lu au dernier livre que j'ai lu. Enfin, en fait, je n'ai pas encore fini le dernier livre que j'ai lu de 2020, je pense. C'est une vidéo en 2 parties, et je pense que la deuxième partie sera début 2021. Donc voilà, mes livres de 2020. Faut que je me calme là. Le premier livre aura été L'éternel printemps de Marc Potrel. Alors, est-ce que c'était bien ça? Je suis un peu... C'était pas mal, mais c'était pas... Dépensez pas 15 balles là-dedans. Et je me fais détester du monde, je vais me faire détester du monde éditorial, ça va pas du tout pour ma carrière ce que je suis en train de faire. Enfin bref, je vous dois l'honnêteté. En gros ça parle, c'est le flirt entre un auteur reconnu qui prend les traits de Marc Potrel. On se doute que c'est un peu Marc Potrel, mais il le dit jamais vraiment. Voilà, il y a un flou. Moi, c'est le genre d'effet que je trouve mais usé à la corde, ça me fatigue beaucoup. Et une libraire de livres, une libraire en bibliophilie, donc en livres anciens, etc. Et voilà, en fait, je trouve que c'est un livre qui est très courtois au sens littéraire du terme, c'est-à-dire que ça reprend un peu dans l'esprit le côté un peu qu'on retrouvait dans les romans du roi Arthur. Littéralement, l'amour courtois, ça désigne en fait l'attirance qu'on a pour quelqu'un, l'amour qu'on porte à quelqu'un, qui est un amour absolument gratuit, d'une personne avec laquelle on sait qu'il se passera rien. C'est notamment voilà, Lancelot et Guenièvre, c'est un amour complètement gratuit. Voilà, on aime sa dame, mais on sait que cet amour ne sera jamais rendu. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de l'amour courtois à l'époque, hein. C'est cette espèce de gratuité, une dévotion mais quasi religieuse quoi. Donc voilà, et il y a un peu ça, c'est-à-dire que c'est un flirt, il se passe pas grand chose, ils se baladent beaucoup à Paris, ils nous racontent leur déjeuner et tout, mais c'est pas... voilà. C'est un livre assez charmant, assez désuet, très bourgeois, mais pas mauvais, mais voilà, c'est pas un livre qui m'aura marqué plus que ça. Ensuite, j'ai lu Chérie de Colette. J'ai fait une vidéo, donc je vais pas m'étendre, c'est génial. C'est un très beau livre sur la dichotomie entre le moi social et le moi réel. C'est très classique hein, de dire ça, mais c'est un très beau livre. Voilà, allez voir ma vidéo. Ensuite, j'ai lu La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. Il avait très bien marché l'année dernière. En fait, pour le coup, Sylvain Tesson, je trouve qu'il a vraiment des moments de fulgurance où il y a des passages qui sont très bien écrits, très forts. Après, je trouve qu'il s'écoute beaucoup parler. Hein. La Panthère des Neiges, ça parle de quoi? C'est Sylvain Tesson qui part en Mongolie, je crois. Il part avec un ami à lui photographe pour essayer de photographier la panthère des neiges, qui est une bête très compliquée à prendre en photo. Il met en place la technique de l'affût, ce qui est en fait connu des photographes animaliers, à savoir se mettre dans un coin, ne pas bouger et rester attendre pendant des heures. Et donc en fait, c'est Sylvain Tesson confronté au rien. Le truc c'est que ce rien est en réalité rempli de considérations métaphysico-politiques, voilà, des réflexions sur sa vie. Et je trouve que dans ces réflexions, il y en a qui sont plus à garder que d'autres. Donc je trouve globalement assez inégal, mais il y a des très beaux moments. C'est un livre par exemple qui parle beaucoup du deuil, parce qu'on comprend à demi-mot qu'il a perdu sa mère, je crois, pas longtemps avant l'écriture de ce livre. Il fait un peu de la Panthère des Neiges une sorte de réincarnation de sa mère. Enfin, et là-dedans, il y a des moments qui sont très beaux. Il y a un moment où il parle de la mort, par exemple, qui est hyper beau, où par exemple, il parle de traditions qu'ont certains peuples. Ça va être glauque hein, dans les 30 prochaines secondes, où ils font manger en fait les cadavres par des oiseaux. Enfin, ils déposent des cadavres en fait en haut d'une montagne, ils attendent que les charognards mangent les cadavres. Et c'est une tradition, c'est religieux. Et là-dedans, en fait, à un moment, il en parle, il a une façon d'en parler, il dit mais c'est peut-être plus beau au fond que les traditions que nous on a dans l'espèce de cycle, voilà. Voilà, il y a un peu une réflexion, on sent qu'il est travaillé mystiquement en ce moment, Sylvain Tesson. Hein. Ensuite, j'ai lu une BD qui s'appelle Le Fils de l'ours de Servet. C'est un livre qui parle d'un mythe païen. C'est un peu Frère des ours, mais version un peu plus chic. Je sais plus exactement l'histoire, mais avec quelqu'un qui se transforme en ours ou une femme qui est enlevée par un ours et après elle fait un enfant à moitié ours. Enfin bref, Servet dessine très bien. Il a un trait très classique.
mais qui se perd beaucoup je trouve. Voilà, très réaliste, c'est des beaux dessins qui sont très esthétiques, très dans le détail. Après je trouve que pour le coup dans ce livre là, qui se passe sur une dizaine d'années, voire 15 ans, voire plus, je ne sais plus exactement, et en fait c'est jamais vraiment dit. Et moi je sais que plusieurs fois ça me perturbait parce que d'une page à l'autre, on gagnait 10 ans et il fallait à peu près le deviner tout seul. Ça me perturbait un peu dans la narration. C'est le seul petit bémol, mais c'est pas mal servé, enfin pour le coup un très beau trait et l'histoire est plutôt bien. Ensuite, j'ai lu Dans mes yeux de Bastien Vives. C'est une BD qui parle, comme souvent chez Bastien Vives, en fait des premiers émois amoureux. Et là donc du développement des sentiments d'un garçon pour une fille. Et en fait toute la focalisation du livre est en point de vue interne. Il pousse ça très très loin, où vraiment le regard est très incarné. Et c'est fait au crayon de couleur, donc c'est des couleurs très très vives. Enfin je trouve que ça incarne bien cette espèce d'afflux des sentiments, etc. Cette espèce de... Plus du coup le trait est pas toujours hyper net. Il y a des moments par exemple où ça c'est quasiment proustien pour le coup. Il y a des moments où il décrit en fait, par exemple quand la fille en question, qui est regardée tout le temps, perce la bulle dans laquelle ils sont, parce qu'elle rencontre des gens ou des trucs comme ça, mais en fait l'écriture se brouille. Et ça je trouve que c'est très très... Voilà, où l'autre il est plus accessible dans ces moments-là. Bref, c'est un joli c'est pas mon préféré, mais il est plutôt bien. Et voilà. Ensuite, Le goût du chlore. J'ai fait une vidéo sur Le goût du chlore il y a pas si longtemps, donc je vais pas m'étendre 15 ans sur Le goût du chlore. Ensuite, Mon ami Dahmer de Derf Backderf. Donc ça aussi c'est une bande dessinée sur le tueur en série qui s'appelait Jeff Dahmer, je crois que c'est ça son nom. Et en fait Derf Backderf, c'est une autobiographie et il a été au lycée avec Jeffrey Dahmer. Et c'était son pote. Et du coup il parle un peu de ça, de comment on devient un monstre, un tueur en série. Enfin, c'est un livre un peu qui pose la question de l'inné, de l'acquis, et l'espèce de malaise qu'il y a a posteriori avoir été pote avec un mec comme ça. Bref, c'est un livre que je trouve intéressant pour les gens qui aiment bien les livres sur les tueurs en série. Je dis non, mais je raconte, je m'en sors pas là. Hein. Je ne m'en sors pas. Jeffrey Dahmer, c'est un tueur en série homosexuel. C'est important parce qu'en fait... je dis pas ça, me tombez pas dessus en commentaire, c'est juste que en fait c'est important dans la suite, dans l'histoire. C'est plus ou moins expliqué que le seul moyen en fait qu'il avait de gérer ses pulsions sexuelles et son désir, ça a été dans une violence assez peu rencontrée. C'est un récit autobiographique de reconstitution en fait de ses années lycée avec Jeffrey Dahmer, qui était en plus, bon c'était pas son meilleur pote, mais on voit que c'était quelqu'un pour qui il avait une certaine affection, parce que le mec, enfin Jeffrey Dahmer était un peu un espèce d'être marginal, mais pas spécialement méchant, il était juste le mec un peu bizarre, on ne pouvait pas deviner, et en même temps certains trucs qui auraient dû mettre la puce à l'oreille, et du coup ça questionne, voilà, l'aveuglement qu'on peut avoir sur les gens, la question de l'inné et de l'acquis. Je trouve que c'est un récit qui est assez vivant, assez glauque, mais sans tomber dans le voyeurisme, et la fin est assez glaçante quand même. On est glauque dans cette vidéo, c'est très bizarre. Vous allez vous dire, elle est chelou la meuf. Ouais, un peu. Alors après, ah là là, alors là ça va, là je vais être sèche. Hein. Ouloulou. Là, je pense que c'est le pire livre, enfin plus tard il y en aura un autre, pas dans cette vidéo mais dans l'autre. Un livre terrible qui s'appelle Nos rendez-vous de Eliette Abécassi. Oh là là, mais alors ça, oh, j'avais dit dans la vidéo sur Colette que je parlerai jamais de livres que je n'ai pas aimés, mais ce genre de vidéo va me permettre... En plus je trouve souvent les livres qu'on n'aime pas ça va très vite. Hein. En fait c'est mauvais, mais c'est nul, mais genre vraiment je me suis sentie dupée quoi en lisant ce truc. C'est vraiment le genre de livre qui me met en colère parce que je comprends pas qu'on puisse... Mais vraiment je ne comprends pas qu'on puisse se dire par respect pour nos lecteurs on va publier un truc pareil. Genre c'est... Enfin c'est nul, mais c'est nul. Enfin c'est horrible. En gros, je l'ai acheté. Enfin je l'ai pas acheté, je l'ai pris. Bref, voilà, vous avez compris, moi j'achète très peu de livres. Hein. J'avais lu ce livre parce qu'en fait, il y a un livre que j'aime d'un amour éternel qui s'appelle Un jour de David Nichols, et on n'en a pas encore parlé mais promis un jour on le fera, qui a une structure narrative où en fait on va prendre un jour dans l'année sur 20 ans pour raconter une histoire, une relation entre deux personnes. Et en fait, sur le papier, Eliette Abécassi faisait pareil. Donc je me suis dit, mais le Graal, et j'ai retrouvé un livre qui va me rappeler l'une de mes lectures préférées. Et j'ai très vite déchanté. À savoir que c'est le livre le plus creux et le plus superficiel que j'ai lu de ma vie, sans rire. C'est horrible. Enfin, ce livre est horrible. Non mais vraiment, il est très mauvais quoi. Il est vraiment très mauvais. C'était un exemple. Donc ça parle d'une relation entre deux personnes sur plusieurs années, et donc ça parle d'une relation en gros un peu manquée, où on sent tout le livre que ça aurait dû se faire et ça ne se fait jamais, et donc en fait
un moment, chacun des deux protagonistes fait sa vie, et puis il arrive le moment par exemple où ils se rendent compte qu'ils se sont mentis toute sa vie et qu'ils aimaient en fait une autre personne et tout. Cette question quand même qui est lourde, à savoir genre remettre sa vie en question, se rendre compte qu'on s'est menti, s'est évacué, la question du divorce et de la séparation est réglée en 5 lignes. Mais je rigole pas, hein. C'est-à-dire la meuf réalise qu'elle a fait un enfant et tout avec un homme qu'elle n'aime pas et c'est réglé en... Mais je vous jure, mais j'exagère à peine, hein. C'était vraiment genre... Oh là là, ça me met en colère. Et je pastiche presque pas. C'était en mode, oui, elle se rendait compte qu'elle s'était menti à elle-même. Elle était triste, c'était très dur, mais elle partit pour refaire sa vie. Et je vous jure que c'était vraiment à la limite de ça. Enfin, pourquoi je lis toujours jusqu'au bout ces livres-là? Parce qu'en fait, je crois que je suis vraiment quelqu'un qui a de l'espoir. Et du coup, j'ai toujours l'impression qu'il y a un moment, ça va se racheter. Et puis, en plus, souvent, j'ai remarqué un truc, je sais pas si ça vous le fait. Quand je lis un livre très mauvais, j'ai tout le temps l'impression que c'est fait exprès. Et qu'à un moment, on va nous dire genre, non, t'inquiète, c'est une blague. Voilà, c'est superficiel, mais ça sert un but. Et en fait, pas du tout. Enfin si, ça sert un but mercantile, mais voilà, ça c'était très nul, ne l'achetez pas. Ensuite, Le vrai sexe de la vraie vie de Si, c'est de la bande dessinée. C'est un livre qui est pas mal. C'est le genre de livre, je pense, qui est cool à acheter à votre frère ou à votre sœur entre 14 et 17 ans qui découvre le cul, quoi. Voilà. C'est des très bons livres éducatifs et déculpabilisants, je pense, parfois. Mais il est bien, je trouve qu'il est pas très cliché. Il y a pas mal de livres dans cette veine-là. C'est un livre bien intentionné, les dessins c'est assez rigolo. Voilà. Ensuite, Le silence des étoiles de Sanaka. Ça aussi c'est une BD. C'est pareil, c'est du dessin autobiographique. Dans cette livre, elle parle d'une rupture amoureuse. Genre, elle raconte qu'elle a vécu une histoire pendant, je sais pas, 2 ans avec un garçon. Elle en était folle amoureuse. Et puis le mec la quitte du jour au lendemain, sans explication. C'est-à-dire qu'il la ghost. Et ça parle de ça, de sa reconstruction et tout. Et en fait, ce que je trouve intéressant... Moi, il y a... Bon, le livre est... Enfin, voilà, c'est assez classique. Bon, pas une BD incroyable, mais il y a un truc qui m'a touchée. Là, c'est le moment où on va faire du développement personnel, les enfants. En fait, c'est que la question au cœur du livre, c'est la question de la résolution. Comment on se remet d'une rupture, machin. Et l'attente, en fait, de ce que les Américains, ils appellent la closure. Genre un moyen de... Voilà, le message final, la réponse finale qui n'arrive jamais et qui permet de passer à autre chose. Et en fait, comme elle évacue, c'est complètement la question... Enfin, en fait, c'est une réponse qu'elle cherche, genre pourquoi t'es partie, et qu'elle n'obtient jamais. Et je trouve que là-dedans, le fait que ce soit un livre où on n'a pas vraiment de résolution amoureuse sur cette question-là, on n'a pas le pourquoi t'es parti, on n'a pas d'explication claire, etc. Je le trouve assez salvateur parce que dans la vraie vie, il s'avère que ça se passe souvent comme ça. On n'a jamais la réponse. Voilà, c'est un livre sur la frustration et le fait que ça se dépasse. Mais je le trouve pas mal pour ça. C'est un livre qui est assez touchant et je pense assez universel. Ensuite, La maison de Emma Baker. Alors, ça c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui parce que ça parle du coup de Emma Baker. C'est pareil, une autobiographie d'une fille qui s'est prostituée pendant 2 ans en Allemagne, parce qu'en Allemagne, les travailleuses du sexe ont un statut d'auto-entrepreneur un peu, en quelque sorte. Enfin bref, il y a des bordels dans les rues, c'est légal, et du coup elle parle de ça. Et en fait, bon, moi personnellement, je vais le dire, franchement, j'ai beaucoup aimé le livre, que je trouve pas du tout spécialement orienté. C'est pas un livre qui fait la promotion de la prostitution, c'est un livre qui raconte l'expérience d'une fille, l'expérience subjective et individuelle de la prostitution. Par contre, je trouve que le marketing qui a été fait autour du livre est vraiment assez dégueulasse parce qu'on en a vraiment fait un livre de défense de la prostitution, ce qui n'est pas le but. Je pense que c'est un récit assez honnête de ce que c'est dans certaines conditions. Il s'agit pas du tout de dire c'était génial, elle raconte même beaucoup et très souvent les déboires qu'il y a eu. Voilà, les situations de danger, enfin la douleur physique que ça peut représenter. Elle admet aussi volontiers que elle, par rapport à d'autres, elle a un statut hyper privilégié et tout, parce que bah c'est un statut qu'elle a choisi. Elle dit qu'elle a de la chance d'être tombée sur une communauté, un bordel assez bienveillant, où elle gérait, elle était vraiment patronne de son entreprise. Enfin voilà, elle était pas assujettie à un ordre hiérarchique en gros, et que ça additionné, ça faisait qu'en gros, elle en a pas une expérience négative. Mais elle dit pas du tout que c'est la seule expérience possible. Bon, moi je fais pas... il s'agit pas du tout de faire la promotion de mes idées sur la prostitution. Mais je trouve que son récit pour le coup est assez important. Et je trouve surtout que le marketing qui a été fait autour du livre lui dessert beaucoup. Mais en même temps, ils l'ont fait parce qu'ils savaient que en faisant genre qu'il fait la promotion de la prostitution, ça allait créer des débats et donc on allait entendre, enfin faire parler du livre
Or c'est exactement ce qui s'est passé. Donc au niveau du marketing, ils ont eu raison, mais ça ne représente pas du tout, je trouve, l'essence du livre, qui est un livre beaucoup plus mesuré et fin que ce qu'on a bien voulu en faire. Et puis je trouve qu'Emma Baker, bon, le livre est assez long, je trouve il y a des longueurs, mais elle écrit bien. Enfin, moi franchement j'ai bien aimé ce livre. Je le trouve pas dogmatique, justement. Ensuite, Fun Home, on a bientôt fini pour cette vidéo. Ça c'est bien aussi. Vous allez me dire, c'est un peu glauque à nouveau. En gros, c'est à nouveau un récit autobiographique, dis donc. Franchement, je crois que ça nous éclaire quand même sur mes préférences de lecture. Fun Home, ça parle de quoi? En gros, ça parle de l'enfance d'Alison Bechdel, qui a eu un père pendant des années très distant, enfin qui a vécu dans une ambiance familiale extrêmement négative. Fun Home, en fait, c'est le diminutif. Bon, il y a un jeu de mots évidemment, mais de funeral home. Oh, j'arrive pas! Funeral home! Ah, j'arrive pas. Donc les maisons funéraires, parce qu'en fait son père était croque-mort en gros, dans un espèce au milieu de la campagne américaine. Et donc ça parle de ça, de cette donc, fun home, la maison marrante en même temps, la maison, la maison des morts. Yeah! Enfin c'est un très beau livre pour le coup de reconstitution, où en fait le fait d'écrire le livre va lui permettre de rendre compte de ce qu'a été son père pour elle. Parce qu'en gros, Alison Bechdel, bon, elle est très connue dans la communauté lesbienne pour être une militante lesbienne, féministe. Et en fait, au contraire, son père a une expérience de... Parce que son père, en fait, spoiler, il était homosexuel, mais à une époque où c'était pas du tout admis, et surtout dans un environnement où c'était pas du tout bienvenu. Et du coup, elle explique que... Elle met en miroir, en fait, son expérience de l'homosexualité avec l'expérience de l'homosexualité de son père. Enfin, c'est un livre d'hommage, et en même temps, on voit que c'est une figure très irascible, enfin c'était une personnalité très compliquée. En fait elle raconte que durant l'enfance elle avait de la colère et de la haine, pas de la haine peut-être pas, c'est un peu fort, mais voilà, elle comprenait pas son père, et le fait de grandir en fait elle se rend compte de la transmission qu'il y a eu, mais c'est pas une transmission qui a été verbale ou même conscientisée avant l'écriture du livre, et je pense, et ça c'est très émouvant du coup comme texte, sur la question de la transmission par-delà déjà la mort et la génération. Par-delà la génération, est-ce que vous voyez l'idée? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Enfin bref, une transmission voilà, qui est non verbale. Et donc voilà, c'est un livre hommage, en même temps voilà, elle est aussi très critique. Enfin, elle a une vision ambiguë de son père. Mais moi je trouve ça beau dans cette ambiguïté-là, le fait qu'il y ait... Enfin bref, voilà. Ensuite, livre de Digli et Ovidi. Donc pareil, c'est un livre un peu comme Le vrai sexe de la vraie vie. C'est de la bande dessinée... Enfin non, c'est pas de la vraie... Il y a du dessin, mais il y a aussi des textes. Ovidi, moi, c'est une militante que j'aime beaucoup. Et Digli, c'est une dessinatrice que j'aime aussi beaucoup. Elle fait des dessins magnifiques. Enfin bref, je mettrai, je pense, pendant que je parle là, des dessins parce que incroyable. Et donc ça parle, voilà, c'est un texte féministe sur la sexualité des femmes, notamment sur les nouveaux impératifs sexuels. Parce que Ovidi, elle est très pertinente sur cette question-là, moi je trouve. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais si vous vous intéressez un peu à son discours, moi je la rejoins sur beaucoup de choses. Donc voilà. Et enfin, Au-delà du mal de Shane Stevens. On va finir sur un livre formidable. Alors en fait, Au-delà du mal, j'avais hésité à faire une vidéo entière sur la question, mais je pense que j'aurais pas eu beaucoup de choses à dire parce qu'en fait ça va aller très vite. En gros, Au-delà du mal, il est connu parce que il est important historiquement parce que il a été écrit en 1976 et c'est le premier livre qui met en scène un serial killer. Parce qu'en fait, les années 70, c'est le moment où il y a une émergence du profiling, que le terme serial killer émerge. Et donc Shane Stevens est le premier à faire un roman sur les serial killers, voilà, avec une figure de serial killer. Donc en fait, il y a plein de tropes et ce qu'on appelle de topoi littéraires qui sont propres à la littérature policière, etc., qui sont mis en place. Donc historiquement, moi je le trouve assez intéressant parce qu'il voilà, il invente un genre, il invente une tradition qui aujourd'hui sont encore... Par exemple, la scène de qui est l'auteur, révélation, ça reprend toujours... ou détail du profil psychologique du tueur en série, ben ça vient un peu de là. En fait, le livre est pas mauvais, c'est pas... Mais il est très... Alors déjà, il fait 800 pages. C'est pas un mauvais livre. En fait, il est très bizarre parce que... bon, c'est un livre sympa, hyper classique, hein, mais bon, pourquoi pas, vous pouvez le lire et tout. Moi, je l'aime bien, mais ok, je vais le dire. Pourquoi ce livre m'a perturbée? Parce qu'en fait, j'avais envie de rire et en même temps, En fait, il y a beaucoup de personnages féminins dans ce livre. Enfin, je vais avoir là une lecture orientée, mais parce que moi, ça m'a tellement choquée quand je l'ai lu, enfin que je n'ai pas compris. C'est-à-dire que c'est un livre qui montre un monde violentissime pour les femmes. Et au début, en fait, dire que, voilà, il a un propos plus ou moins féministe sur le monde social et les femmes et la violence de certains hommes avec les femmes, etc. Et en fait, le truc, c'est que lui-même...
En fait, il acte jamais, et il y a limite, je trouve, une sorte de jouissance quand même. C'est-à-dire que genre, il y a les femmes, il y a beaucoup de personnages féminins dans ce livre, mais en fait, soit elles se font baiser, soit elles se font tuer, et parfois même les deux en même temps. Et dans cette espèce de balancement entre soit elles sont tuées, soit objet de désir, mais en fait qui vient en plus du... Enfin genre, il y a le tueur en série qui a ce point de vue-là sur les femmes, mais en fait on se rend compte que le monde social entier a une vision pareille des femmes. Et bon, alors, je fais pas le procès, c'est pas un procès hein, des années... Enfin, c'est les années 70, donc j'accepte. Enfin voilà, on n'avait pas la même vision de ces questions-là, mais avec du recul, en fait, c'est un livre qui m'a fait beaucoup rire à lire sur ces questions-là, parce que genre, je me dis mais faut jamais mettre ça entre les mains de tout le monde, parce que le pauvre Shane Stevens, il va se faire honnir. Mais bref, c'est une espèce de décalage là, enfin, vraiment ça m'a fait beaucoup rire, beaucoup rire. Bref, du coup j'avais un trouble sur qu'est-ce que tu veux nous dire. Shane, tu veux nous dire quoi là? J'ai besoin de réponses. Donc voilà. Eh bien, sur ces doux mots, je vais vous laisser et on va se retrouver dans une autre vie en 2021. Enfin après, le changement d'une année, c'est juste, c'est très arbitraire. Hein. Donc voilà, on se détend. On se détend. Allez, bisous, à bientôt